L'émission Décryptage reçoit pour vous ce soir Luc Missédibazi, qui est le coordonnateur des CRAC. Nous allons parler avec lui de cette initiative, de ce cadre d'échange de propositions pour l'amélioration de l'action publique et aussi de la 10e édition du Salon Eusiane pour terminer de la candidature du Congo au poste de l'Union africaine des télécommunications. Alors, merci, très heureuse de vous recevoir sur le plateau de l'émission Décryptage. Mais je suis très heureux aussi de participer à cette émission et merci de m'accueillir dans vos studios. Alors, vous venez de mettre en place un espace d'échange dénommé les cadres. Alors, le but ou le leitmotiv de la mise en place de ce cadre d'échange. Merci en tout cas pour l'occasion que vous nous donnez à exprimer en tout cas cette ambition de pouvoir fédérer les cadres de l'administration et les citoyens engagés dans la vie publique que nous essayons de fédérer à travers cette plateforme qui peut être perçue comme un think tank de l'administration, qui permet d'aborder des sujets que nous vivons au quotidien, des sujets administratifs. Et l'initiative est venue pendant ces derniers mois, dans une période préélectorale qui a mobilisé en tout cas beaucoup d'acteurs politiques. On l'a vu à travers les médias. Nous nous sommes dit avec pas mal d'experts pourquoi ne pas aller en profondeur sur certains sujets qui touchent la vie administrative, les politiques publiques, parce que vous savez que au-delà de la vie politique, où nous avons des brillants politiciens dans notre pays, il y a au quotidien une vie administrative qui existe, où il faut préparer des textes, il faut préparer des lois, des décrets, parfois des arrêtés, parfois des décisions. Et très souvent, ce sont des personnes qui sont pas visibles, qui travaillent sur ces sujets-là. Ce sont des DG, ce sont des directeurs, ce sont des conseillers, ce sont des responsables de la société civile ou des experts qu'on associe et qui permet de mettre en œuvre des politiques, des projets de société en politique publique. Donc l'idée était de les fédérer sur des questions bien précises, la gouvernance, la transparence, le financement. Et le premier thème que nous avons eu, c'était effectivement de décortiquer les 10 points, principaux 10 points, les 10 axes du projet de société du candidat auquel nous saluons l'élection, la brillante élection qui a suivi nos travaux. Et la deuxième édition, ça a porté principalement sur la gouvernance de l'entreprise de l'État. Voilà un peu ce que c'est que les CRAC. Alors, les CRAC, ça c'est notre objectif, je voulais le dire, de booster les entreprises publiques. Alors, est-ce que vous êtes parti d'un constat que les entreprises publiques congolaises? Alors, le premier déjeuner, c'est un déjeuner où les cadres se mettent ensemble et décortiquent les projets. Dans le projet de société du chef de l'État, il y a eu des axes assez importants. Et le président proposait une croissance à 2 chiffres, d'en passer à 10%, de plus de 10% de la croissance de notre économie. Il y a eu une promesse du chef de l'État de faire 5 000 milliards de recettes de l'État en plus. Il y a eu des promesses sur l'énergie, passer à plus de 400 mégawatts de plus. Et l'idée de ces belles promesses, c'était d'abord, est-ce qu'elles sont réalisables ou pas? Le constat, lors des discussions, on a été tous unanimes que oui, mais avec une certaine rigueur. Et la rigueur, c'est la gestion administrative de nos administrations publiques, qui crée de la valeur, qui crée de la richesse. Et donc, à l'issue de ce premier débat, qui était un décryptage, comme vous le faites si bien, au sein de ce déjeuner, était de tirer des sujets qui pouvaient aider l'administration à pouvoir, en fait, concrétiser le programme de société du chef de l'État élu aujourd'hui. Et nous avons, parmi ces sujets, mis un accent sur la gouvernance des entreprises publiques. Et donc, la deuxième édition a porté sur cette question particulière, comment les entreprises de l'État, quand on dit entreprises de l'État, ce sont des entreprises où l'actionnaire principal est souvent l'État, ou alors des participations au capital sont portées par l'administration publique. Et nous nous sommes rendus compte que elles existent, elles ont des problèmes. Ça a été rapporté par les directeurs généraux qui nous ont fait l'honneur d'être présents
Yves Castanou, M. Yeba, et nous avons aussi des experts comme Bernard Gazot et Serge Léga qui ont essayé, autour des directeurs généraux invités, de voir quels sont les freins ou quels sont les moyens d'accélérer la meilleure productivité de ces entreprises. Et au-delà de, donc, nous avons constaté, il y a eu un constat qui a été fait, l'endettement. Beaucoup de ces entreprises sont super endettées, il y a une charge sociale assez importante. Au-delà de ça, il y a un problème parfois de gouvernance. La question de la gouvernance des entreprises s'est posée, le respect des textes en vigueur. Il y a la contribution de l'État qui, dans l'actionnariat, le capital, souvent s'engage à apporter un capital qui ne vient pas. Et il y a aussi une des d'autres problématiques qui a été posée, c'est celle de la ressource humaine, la compétence au sein de ces entreprises. Les questions, les discussions ont porté autour de ces points avec des recommandations que nous pensons dans ce que nous appelons les mémoires des CRAC, à mettre à la disposition de l'équipe gouvernementale. Monsieur le coordonnateur des CRAC, alors pouvez-vous épingler quelques-unes de ces recommandations portées sur la thématique de la gouvernance des entreprises publiques? La première thématique, c'est le choix des cadres. La première recommandation, c'est le choix des cadres. Il faut que nos entreprises arrivent à sélectionner et à trouver, parce que le choix des cadres, c'est pas simplement une volonté politique, c'est aussi la disponibilité des ressources que nous avons sur le territoire. Et mettre la personne qu'il faut à la place qu'il faut. La deuxième, c'est d'avoir des stratégies de développement des entreprises d'État. L'État, aujourd'hui, est comme un portefeuille public. Il faut le valoriser. Il a un portefeuille public, c'est-à-dire des actions dans les entreprises. Et la question qui se pose aujourd'hui, est-ce qu'on ouvre le capital de certaines entreprises publiques? C'est-à-dire, est-ce que l'État met... Le partenariat public et privé. Oui, mais aussi dans des mécanismes économiques simples, comme l'actionnariat, le capital, où on permet à des gens qui ont du cash, des entreprises qui ont du cash, de rentrer dans le capital avec, on va dire, une marge suffisante pour donner des avis de stratégie de développement de l'entreprise. D'encourager l'ouverture du capital de ces entreprises pour leur permettre d'avoir du cash, et aussi à l'État de vendre quelques actions, mais aussi pour améliorer la gouvernance des entreprises. Et donc, il y a eu ces deux points qui ont fait l'objet de beaucoup de discussions. Et puis un autre point, c'est le passif des entreprises de l'État. Vous savez, quand ça a été bien expliqué par des directeurs généraux qui étaient présents, la dette intérieure vient aussi du fait que pas mal d'entreprises publiques aujourd'hui détiennent des dettes de l'État, ne contribuent pas aux charges sociales, je parle là de la SNCF et tout le reste, et ça devient parfois beaucoup d'indemnités, beaucoup de pénalités, et qui vient en fait peser sur la dette de l'État. Donc, ce sont ces questions de stratégie, d'orientation qui ont été abordées et qui ont fait l'objet de plusieurs points d'analyse des experts. Alors, est-il possible aujourd'hui de compter avec les entreprises pour booster l'économie congolaise? Oui, bien sûr. Il faut aujourd'hui compter sur ces entreprises comme sous d'autres cieux. Maintenant, comme nous l'avons répété lors de nos échanges, c'est de pouvoir améliorer la gouvernance de ces entreprises. Ça veut dire qu'aujourd'hui, il faut qu'il y ait une feuille de route pour ces entreprises, par secteur, précise. Je prends l'exemple, par exemple, de l'électricité. Un gros sujet aujourd'hui. Vous savez que dans notre pays, l'électricité est subventionnée. Donc, quand l'électricité est subventionnée, ça veut dire que l'État continue à mettre de l'argent et tout. Or, la privatisation, c'est un point de vue qui peut être partagé. Moi, j'ai vu qu'il y a des gens qui n'étaient pas tous d'accord. Mais la privatisation d'une partie de notre énergie ou des services, comme c'est le cas aujourd'hui, va permettre à ces entreprises d'être compétitives sur un marché qui est très difficile. Et là, ce sont des réflexions qui viennent de la stratégie. Et là, on peut avoir des entreprises qui tiennent la route. Nous avons, dans le secteur des télécommunications, qui est le mien, une société que l'on connaît très bien, Congo Télécom, qui aujourd'hui a réussi à se positionner comme un des leaders du secteur. Il s'est positionné comme un leader du secteur national et international. À l'époque, on n'avait que ce qu'on appelle le transport international. Et aujourd'hui, nous avons sur le marché congolais une entreprise qui compétit avec sur la partie fixe avec d'autres sociétés qui ont du capital, qui ont du cash. Or, si l'État n'arrive pas à mettre le cash, je peux donner des infrastructures, mais toute la partie opérationnelle, toute la partie de vie de l'entreprise, toute la partie de commercialisation nécessite aussi des flux. Et si l'État n'est pas en mesure, pour des raisons, comme vous savez, de crise économique, financière, de mettre du cash, il y a besoin là de pouvoir effectivement trouver d'autres moyens
pour apporter ce financement. Et ça fait donc l'ouverture du capital. Ça veut dire que l'État peut, dans certains cas, faire des exonérations. Mais ces entreprises, quand on prend le cas de Congo Télécom, on se rend compte que sur le marché, elle est compétitive, elle peut elle peut faire des bénéfices si elle n'a pas la charge qu'on lui apporte par des dettes de l'État, par les prêts que peut prendre le gouvernement et adosser sur le revenu de cette entreprise. Donc, ces entreprises peuvent faire du gain, pour revenir à votre question, elles peuvent faire du bénéfice si la stratégie est bien définie, si les partenariats, le capital au de départ est bien identifié, et si elle arrive à avoir les compétences pour être en challenger les entreprises du secteur où elles évoluent. Alors, monsieur le coordonnateur du think tank Les Cracks, si vous êtes demandé de définir concrètement votre initiative, que direz-vous? Ben, c'est une initiative qui vient en soutien du développement, qui vient appuyer l'action des politiques publiques. C'est-à-dire que nous avons là un think tank, des gens qui au quotidien sont confrontés aux problèmes de l'État, des directeurs, des conseillers, des responsables, des hauts responsables, des citoyens engagés qui au quotidien accompagnent le gouvernement à mettre en place des politiques publiques. Et en réfléchissant ensemble, en ayant une plateforme de travail ensemble sur des sujets concrets, là on parlait par exemple des 5 000 milliards à trouver, de croissance qui est possible. Beaucoup disent que non, c'est pas possible. Nous y croyons. Si on améliore la gouvernance, si on donne les ressources, les moyens qu'il faut, ben ce think tank va faire des propositions concrètes. On a eu au cours de la première édition, la proposition de ce fonds de souverain qui permet de rééquilibrer nos recettes supplémentaires et celles qui sont manquantes à certaines périodes. Et donc ça, c'est le travail, c'est d'appui, d'accompagnement de l'action publique, du gouvernement, de l'administration, pour que nous ayons ensemble atteignant les objectifs fixés par le chef de l'État, notamment le développement. Et c'est un espace qui permet aussi à des gens de s'exprimer sur des sujets où parfois on trouve très mal de la compétence. On a besoin d'échanger entre cadres, on a besoin de partager les expériences, on a besoin ensemble de trouver de façon consensuelle des pistes de solutions pour le développement économique. Et ce think tank, il sert à ça, avec des gens qui au quotidien, comme je le disais tantôt au début, travaillent sur la vie, la politique, les politiques publiques de notre pays. Ce think tank, Les Cracks, vous allez mettre à la disposition des pouvoirs publics ou du futur gouvernement, après l'investiture du chef de l'État, vos propositions, les résolutions, pour que peut-être pourraient servir dans la prise des décisions. Oui, sinon il n'y a pas d'intérêt à le faire. Je tiens à rappeler ici que le premier think tank a été présenté plus ou moins au Premier ministre, au chef du gouvernement, M. Kone Makosso. Nous l'avons décrit un peu ce que nous faisons avec son soutien, d'ailleurs que nous avons eu à le faire. Et nous pensons que ces conclusions vont avoir deux axes d'impact. Le premier, c'est que les gens qui participent repartent avec une autre compréhension de la vie administrative, parce qu'ils auront échangé avec des collègues, des homologues, des gens du secteur public. Et donc, c'est tirer profit de ces échanges-là dans les secteurs d'activité, dans les administrations d'origine. Et la deuxième chose, ce sont les conclusions communes que nous aurons co-construites ensemble, que nous présentons à l'administration, au gouvernement, ça peut être le Parlement, ça peut être les institutions qui existent, dire voilà, telle personne, des universitaires aussi, des administrateurs, des citoyens, on vous propose telle piste pour atteindre tel objectif. Donc c'est ça le but aussi de ce think tank qui aujourd'hui commence à être apprécié par beaucoup de personnes concernées. Alors, donc Les Cracks soutient les actions du président de la République, Denis Sassou Nguesso. Oui, puisque nous estimons, dès lors qu'on a, et nous sommes très heureux, je l'ai dit tantôt, on félicite la brillante élection du chef de l'État, M. Denis Sassou Nguesso, nous avons, dès lors qu'on décortique, on décrypte le contenu de son programme de société, et que nous voyons des axes d'amélioration. Vous savez, il n'y a pas que l'entreprise, mais il y a un point qui m'est très cher, la digitalisation de l'administration publique. Aujourd'hui, nous avons, au cours des discussions, apporté des réponses. Il faut qu'aujourd'hui, qu'on ait une digitalisation complète, de bout en bout. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que je sais les recettes qui rentrent à l'État parce que je les trace, parce que je les enregistre, et je sais ce que je dépense. Ça,
c'est pas seulement le Trésor, mais c'est aussi dans les entreprises d'État qui existent, comme celles qui facturent au nom de l'État, celles qui émettent des factures au nom de l'État, d'avoir une traçabilité de ce fonds. Ça veut dire aussi que c'est un système financier qui moderne, qui s'appuie sur ce que l'on appelle des core banking, un système d'information sécurisé, fiable, et qui permet à l'État d'avoir des tableaux de bord pour aider à la décision. Donc là, les experts ont abordé la question. Quand nous avons parlé de la croissance à 2 chiffres, où on trouve la croissance à 2 chiffres aujourd'hui, c'est pas seulement en disant qu'on va diversifier l'économie, mais il y a aussi l'aspect comment on gère les recettes pétrolières. Comment, quand on a, c'est le cas aujourd'hui avec la crise au Moyen-Orient, où on a des coûts doublés du prix du baril du pétrole. Comment, quand on a ces types de recettes, à travers des fonds, je parlais de fonds souverains tout à l'heure, on arrive à stocker suffisamment de revenus pour que quand on n'en a pas ou qu'on a des crises exceptionnelles, on puisse les utiliser. Et vous savez que dans notre système financier, il y a eu des initiatives les 5 dernières et 10 dernières années passées où l'État a mis des fonds pour des fonds spéciaux pour des services bien précis. Les CRAC parlent de ces sujets-là et ce n'est pas pour eux. Ce n'est pas pour des personnalités, c'est pas pour des partis politiques, c'est pas pour la rue, c'est pas pour les les réseaux sociaux, c'est pour aider l'administration. Et vous savez qu'un cabinet ministériel, c'est 3-4 conseillers, c'est peut-être 2 directions générales. Il y a des priorités. Mais le fait d'avoir un think tank de ce type où, une fois dans le mois, on se retrouve, on choisit un sujet, le prochain est déjà connu d'ailleurs, et ces recommandations sont mises sur la table du gouvernement, des ministres concernés, je pense que ça attire l'attention, ça collabore et ça donne des pistes pour accélérer le développement tel qu'on le souhaite aujourd'hui. Et à quand la prochaine rencontre du think tank, les CRAC? Très prochainement, nous avons un sujet qui va toucher... d'ailleurs, ce sont des sujets qui naissent des éditions précédentes, qui va toucher l'emploi. On va discuter d'un sujet qui entre en préparation sur l'emploi, sur le local content, avec les acteurs qui sont concernés pour dégager là encore des pistes que l'État peut mettre en avant, que le gouvernement peut mettre en priorité. Et il faut noter une chose, nous ne sommes pas forcément un cercle qui crée ces sujets. Ce sont parfois des sujets qui sont déjà qui sont déjà portés par le gouvernement, mais où ces experts, avec toute la diversité d'origines, de compétences rassemblées, font des propositions pour faciliter la mise en œuvre de ces décisions gouvernementales. Donc on va avoir ce sujet, et je pense que, vu la belle actualité qu'on aura la semaine prochaine, au courant de cette semaine, on va passer l'événement et puis les personnes seront invitées pour la prochaine édition. Le think tank Les Cadres est responsable administratif et citoyen. Regroupe la structuration de ce think tank-là. Ah, très bonne question. Aujourd'hui, c'est une idée qui est partie de quelques individus. On a un noyau, on va dire comme un comité scientifique qui est porté par à la fois M. Bernard Cazeau, que je salue au passage, qui est une des personnalités dans l'économie de notre pays et qui a su donner à ce concept, à cette initiative, la matière, parce qu'il a beaucoup travaillé sur des sujets de développement, de financement. Il est respecté par les gens que nous invitons, donc il fait partie des penseurs du contenu de ce concept. Nous avons le professeur Serge Olenga, qui est à l'université, qui est un expert dans la matière financière et développement économique. Et donc, ça, ce sont eux qui, avec nous, quelques personnes, qui travaillons sur les sujets, qui analysons avec beaucoup de contributions. J'avoue qu'il y a beaucoup de personnes qui contribuent et nous sortons ce qu'on appelle les notes, les mémoires des CRAC. Et à côté de cela, il y a une équipe d'organisation qui est principalement constituée des gens de l'ONG Pratique, qui prépare la partie logistique. Et nous avons la troisième catégorie des participants, ce sont les personnes que nous invitons, des DG. On a eu certains DG qui sont passés et qui ont donné leur point de vue. Le DG FIGA, il y a eu le DG secrétaire général de la Banque Postale, de la CONOC, on a eu le DG de la Caisse congolaise d'amortissement, le DG de Congo Télécom. Ce sont on va dire, un pôle d'experts compétents en leur matière, reconnus surtout, avec une grande légitimité sur ces sujets administratifs qui font, en fait,
cette catégorie d'acteurs du think tank. Et puis, il y a les invités. Nous invitons aussi des personnes du secteur privé qui ont un avis à donner, des institutions internationales et qui sont présentes au Congo, et des administrations publiques et des institutions congolaises. Les rencontres, Voilà, les cadres responsables administratifs et citoyens. Les CRAC, ils sont CRAC. Voilà, c'est ça. Ils sont CRAC. Alors, c'est un think tank qui vient de naître. Alors, votre but, c'est que la pérennisation de ce cadre dépend de qui? Vous ouvrez à tous les Congolais, à toutes les obédiences de venir adhérer, se fédérer autour de cette initiative louable pour booster le Congo. Bon, ce sont des CRAC. Les CRAC, comme je dis, c'est un sigle, hein, c'est des cadres et responsables de l'administratif et citoyens, donc qui évoluent dans nos administrations, qui sont, initialement, ce sont des gens qui n'étaient pas dans les partis politiques. Mais on se rend vite compte qu'on ne peut pas faire sans ces cadres-là. Et ceux qui sont engagés dans la vie citoyenne de tous les jours, dans les ONG, dans les institutions. Et l'objectif, c'était d'aborder des sujets d'intérêt administratif premièrement et public pour faire comprendre aux citoyens, aux compatriotes la vie administrative. Alors qu'est-ce que ça va devenir? Nous, on aimerait que ça soit, en toute humilité, on avait pensé à une activité qui devient aujourd'hui, qui s'impose, qui est utile pour l'écosystème administratif. Et on pense qu'elle sera pérenne, elle va durer le temps qu'elle sera utile pour l'administration publique, pour nos pouvoirs publics, pour la communauté des personnes citoyens engagés. Donc je pense que pour l'instant, nous avons initié cette plateforme. Beaucoup demandent à la pérenniser, mais ce qui va faire ce qui va faciliter son existence, sa durabilité, c'est l'utilité que cet instrument aura, l'apport que cet instrument aura pour l'amélioration de la gouvernance, pour l'administration publique et pour chacun des membres qui participent à pouvoir être utile dans les administrations où ils se trouvent. C'est un think tank, c'est un lieu de réflexion, un lieu de proposition, de suggestion pour notre administration, pour des meilleures politiques publiques, pour accompagner les pouvoirs publics et qui permettra effectivement de traiter de façon collégiale, en co-construction, les sujets de la société. Alors, vous êtes aussi candidat au poste de secrétaire général de l'Union africaine des télécommunications. À quand l'élection, Monsieur Luc Missi-Dibazé? Bon, l'élection est prévue en juillet. Nous sommes dans une bataille on va dire, pas de bataille, dans un champ on est en campagne. Et on a 2 volets. En juillet, nous avons l'élection qui se tiendra au Nigeria. Et puis, nous avons en mai la présentation de nos projets de société au conseil d'administration qui se tiendra en Afrique du Sud, à Cape Town. Nous sommes très contents d'avoir des appuis de l'écosystème, des appuis significatifs, la plupart des pays francophones. Nous avons aussi la sous-région où, avec les acteurs de l'écosystème numérique, nous avons positionné la candidature congolaise comme celle qui va porter la candidature et de la sous-région et d'autres sous-régions, mais surtout aussi des francophones. Mais ce n'est pas tout. Il y a aussi le fait que, vous savez, c'est une plateforme c'est un management tournant et l'Afrique centrale n'a jusqu'à présent pas bénéficié de ce privilège de piloter cette expansion. Alors, pourquoi on y va? Vous savez qu'aujourd'hui, le monde, ce sont des blocs. Le monde, c'est le bloc asiatique et le bloc américain, et il y a le reste. Et dans ce reste-là, se passe beaucoup de choses. Il y a des tables rondes qui se tiennent de discussion sur des choix technologiques que l'on fera. Et vous venez de voir ce qui se passe en Iran, ce qui se passe en Ukraine, la problématique sécuritaire, la problématique même de l'information, de l'économie repose sur les outils numériques. On parle beaucoup d'intelligence artificielle, on parle beaucoup aujourd'hui de cybersécurité, mais ces choix technologiques, cette souveraineté numérique,
dépend aussi des blocs. Et le bloc africain a besoin d'être là où ça se passe. Et pour notre pays, être à de tels endroits nous permet d'avoir, en dehors du soft power que ça peut avoir, nous permet aussi d'avoir une compréhension des enjeux mondiaux pour notre gouvernement, pour notre leadership national et international, les responsables du pays. Mais aussi, il y a des choix qui sont toujours accompagnés des conséquences économiques. Et avoir la capacité d'orienter des financements, des formations, l'industrie internationale en étant un petit pays, c'est quelque chose de très important. Et nous pensons qu'aujourd'hui, avec toutes les chances que nous avons, nous devons être là, nous devons tout faire pour être là, pour faire entendre notre petite voix là où il y a des voix qui sont qui portent haut. La deuxième chose qui est super importante, on n'y va pas parce que nous avons envie nos personnes ne comptent pas dans ce genre de choses. Nous avons la RDC à côté qui doit ramener son siège. Vous savez que le siège de l'Union africaine des télécommunications est en RDC à cause de ce qu'on catalogue les pays africains du subsaharien, de l'Afrique centrale, il y a des crises et tout. Nous avons perdu ce siège-là. Et c'est aussi le moyen de rappeler à nos pays africains que nous sommes des pays en paix, nous sommes des pays stables. Et ramener le siège, par exemple, de l'UAT, des sièges des institutions en Afrique centrale, est un challenge aussi important. C'est pour ça que la RDC porte aussi cette candidature. L'autre élément, nous sommes des petits pays. Nous, on est à moins de 10 millions d'habitants en Afrique subsaharienne. Ce sont des pays qui ne peuvent pas avoir un poids dans ces débats de blocs seuls. Et c'est pour ça que nous avons eu des démarches en Afrique de l'Ouest, en Afrique australe, en Afrique centrale, pour fédérer ces pays et parler d'une seule voix, être ensemble autour de la table, et ça va donner d'une façon ou d'une autre de l'écho de l'Afrique subsaharienne au sein de ces lieux de décision. Et donc nous sommes candidats pour donner de la voix de ces pays, et je pense, j'espère, avec l'aide de Dieu, que toutes les tracasseries administratives qui restent à régler vont être faites assez rapidement pour pouvoir faciliter cette candidature. Alors, combien de candidats postulent à ce poste de secrétaire général de l'UAT? Pour l'instant, annoncé 3. Nous sommes 3 candidats en liste et nous avons 2 pays anglophones, l'Afrique du Sud, nous avons aussi la Zambie. Et l'avantage que nous avons, il est doux parce que ces pays ont quasiment, on va dire, les règnes de tout le dispositif digital de l'Afrique. La Commission Union africaine, à l'Union africaine, il y a les commissions d'infrastructure, ce sont eux qui les ont. Présidence du conseil d'administration de l'UAT, ils les ont. Et ils ont aussi la direction de notre représentation aux Nations Unies. Bon, ce sont quand même des éléments qui jouent en notre faveur. Après, il y a une belle partie diplomatique. Je pense que le Congo doit faire preuve c'est là que ça se joue. Il y a aussi la diplomatie. Vous pouvez avoir des bonnes intentions, vous pouvez avoir l'appui de l'écosystème, mais la diplomatie reste un pilier important et on compte sur notre diplomatie pour que nous arrivions à relever ce défi. Ok. Alors, cette année, vous allez organiser, vous êtes au cœur même de l'initiative, le promoteur d'un salon important qui, au fil des années, s'impose dans l'écosystème numérique aujourd'hui en Afrique, pas au-delà même du continent, OSIAN, la 10e édition. C'est une belle histoire. C'est une histoire qui nous rend fiers parce que, vous savez, pendant très longtemps, ces années, nous avons contribué significativement au développement du digital et de l'innovation technologique en Afrique centrale. Le JDN, qui est le journal du net le plus important d'Europe, a placé le Congo comme un pays qui présente un potentiel de développement le plus sûr pour 3 raisons. La première raison, c'est parce que nous avons renoué avec nos partenaires financiers et que nous arrivons à lever des fonds. Et donc, ça donne au Congo une position stratégique qui permettra aujourd'hui, grâce aux technologies, de pouvoir aller de l'avant. La deuxième raison évoquée par le JDN, c'est de dire que le Congo est un pays où le cadre réglementaire est mis en place, et notamment dans notre secteur. Et la troisième raison, c'est d'avoir cette plateforme OSIAN qui permet de fédérer des initiatives. On a été initiateur, par exemple, de la fibre à domicile. On a eu, par exemple, la plateforme des structures
comment on appelle, des agences du numérique, développement numérique. Et donc, 10 ans avec tout ce que nous avons fait, on est fiers, on est contents. Il faut voir les choses de ce qu'on était. Cette édition, ça sera une édition qu'on appelait Cocoba, de la résilience. Il y a 10 ans, ce qu'on était, vous n'avez pas Internet chez vous il y a 10 ans. Aujourd'hui, qu'est-ce que nous avons comme infrastructure, comme service numérique et où on veut aller dans les 10 prochaines années. Ça sera ça, la 10e édition. Ça sera aussi l'occasion de mettre en lumière toutes les réalisations, tous les soutiens qu'on a eus, tous les progrès. Et vous allez remarquer, quand vous allez prendre les 10 derniers mandats du chef de l'État, le secteur des postes et des télécommunications est un secteur qui s'est manifesté, qui s'est caractérisé par un porteur. Nous avons créé des emplois, nous avons créé de l'innovation, nous avons apporté des startups qu'on emmène aux États-Unis, qu'on emmène en France, se distinguent. Nous avons aujourd'hui un potentiel de création de richesses réelles. Il y a des niches qui se créent grâce au digital. Et c'est ce que nous mettons en avant. Et vous parlez d'Osiane dans toute l'Afrique, c'est devenu un salon de référence. Donc nous sommes dit, il faut que pour ces 10 ans, nous invitons même le chef de l'État, on espère qu'on aura ce grand honneur de l'avoir parmi nous, mais on va encore célébrer ces 10 ans avec cette approche, nous venons 10 ans, qu'est-ce qu'on était, aujourd'hui, qui sommes-nous, et dans les 10 prochaines années, c'est quoi le futur? Il n'y a qu'à voir l'actualité, il n'y a qu'à suivre l'actualité, vous-même vous la suivez au quotidien, comment il est important de ne pas sous-estimer les technologies, et c'est notre combat. La 10e édition du Salon Osiane aura lieu quoi? Elle aura lieu du 2 au 5 juin à Brazzaville, avec un lancement qui sera fait à Pointe-Noire à partir du 30 mai, puisque nous aurons les structures internationales qui vont lancer les activités à Pointe-Noire. Alors, ça va se tenir sous quelle thématique? La thématique aujourd'hui, c'est comment créer des écosystèmes à forte valeur ajoutée. Il n'est plus question aujourd'hui de parler d'infrastructure. On a l'infrastructure de télécommunication. On a aujourd'hui les entreprises. On a l'Internet. La vraie question qui se pose à nous, comme le souhaite le chef de l'État, c'est comment on crée de la valeur. Comment, avec ces jeunes porteurs de projets, des startups, comment avec des entreprises qui sont aujourd'hui opérationnelles, comment avec les services publics, avec les écosystèmes privés, on crée la valeur qui va mettre en avant la création d'emplois, la création des richesses, le revenu qui va augmenter, en faciliter la vie des citoyens. Et donc cette thématique va fédérer tout type d'entreprises, pas seulement les entreprises de la tech, dans le transport, dans l'énergie, dans la santé. Et l'idée, elle est là, de fédérer, de créer, donc ce thème de créer des écosystèmes à forte valeur ajoutée, c'est de créer de la valeur économique. Vous savez, quand on a commencé Osiane, on parlait que de la fibre optique, très peu de fibre optique. On a la fibre optique. On parlait très peu d'Internet. On a l'Internet. On parlait des prix. On a les prix. Les terminaux, vous faites un sondage, ils sont là. Maintenant, il faut créer de la richesse. Il faut créer de la valeur. Et donc, on va réunir nos acteurs, institutions, gouvernements, entreprises publiques et privées, des startups, des ONG, pour pouvoir booster cela avec 3 éléments importants. Le premier, c'est une grosse conférence sur l'énergie, la mutualisation énergie et télécommunications, une grosse conférence sur le cyberespace sécurisé, comment aujourd'hui en Afrique centrale on sécurise toutes ces données, et l'identité numérique qui est aujourd'hui le pilier fondamental pour la sécurité financière, pour la sécurité humaine, la santé et d'autres activités économiques. Alors, merci Luc Missidibadi. Alors, aujourd'hui, on a centré notre échange sur les cracks. Hein, et prochainement, d'ici peu, espérons qu'on vous aurez sur ce plateau pour parler exclusivement sur la 10e édition du Salon Osiane. Ça sera un plaisir. Au passage, il faut saluer Vox parce que depuis que nous organisons Osiane, Vox est notre partenaire média. Et j'avoue que nous avons un partenariat qui porte ses fruits. Et on sera là pour vous présenter cette édition et on vous attendra aussi pour interviewer l'ensemble de nos invités, mais aussi l'écosystème. Mais surtout, j'espère que vous serez avec nous au Nigeria pour célébrer la victoire. Et j'y crois à l'UAT pour montrer que l'Afrique, le Congo est présent dans les institutions internationales. Merci, nous vous souhaitons tout le meilleur. Espérons que la chance va vous sourire. Hein. Ça sera le Congo qui va gagner. Merci, ça sera le triomphe du Congo. Ça sera un triomphe africain pour le Congo, avec les Congolais, mais surtout pour mettre en lumière tout ce que le Congo a apporté dans ce beau continent à l'univers. Merci, monsieur le coordonnateur du CRAC. Tout le plaisir a été pour nous de recevoir sur ce plateau Luc Missidibadi, qui est le coordonnateur des CRAC. Les CRAC, c'est les cadres et responsables administratifs et citoyens.
Avec lui, nous avons parlé de cette initiative, ce think tank. Nous avons aussi parlé du salon Osiane et de sa candidature au poste de secrétaire général de l'Union africaine des télécommunications. Espérons que la chance va sourire pour le Congo. Merci et à la prochaine occasion. Merci beaucoup.